Ligne noire, chapitre 1. Montréal respirait encore malgré l'hiver. Le froid serrait les os, mais la ville restait vivante. La vapeur montait des bouches d'égout, les vitres des cafés s'embuaient et les portes s'ouvraient sans arrêt. Des voix différentes se croisaient, des accents venus de partout, des rires et des pas pressés remplissaient l'air. Les trottoirs étaient salés, les arbres nus, les façades grises et les ruelles tachées de neige sale. Sous tout ça, le métro coulait comme une artère chaude dans un corps gelé. Yvon Tremblay avait appris à lire Montréal comme on lit un visage. Il observait les gestes, les silences et surtout ce qui manquait, parce que c'était souvent l'absence qui parlait le plus. Il était détective privé, patient et méthodique, capable d'attendre des heures sans bouger tout en restant attentif aux moindres détails. On disait qu'il observait comme un scientifique, déduisait comme une machine et comprenait comme un vieux policier fatigué, mais lui se contentait de répondre qu'il aimait regarder les petits détails. À ses côtés marchait Poutine, un berger hollandais au pelage bringé, strié de brun et de noir comme une ombre rayée. Il n'était pas très gros ni très impressionnant au premier regard, mais son corps sec et solide révélait un chien bâti pour le travail. Ses oreilles droites captaient tout, ses yeux ne manquaient rien et il aboyait rarement, gardant son énergie pour les moments utiles. Quand il levait la tête de cette façon, c'est que quelque chose clochait. Yvon lui faisait confiance plus qu'à n'importe qui. Ce matin-là, il n'avait aucune affaire urgente et descendait vers le métro pour se vider la tête, parce que le grondement régulier des wagons l'aidait à penser. Il aimait les lieux de passage. Les gens y laissaient toujours quelque chose derrière eux, un regard trop pressé, une habitude trop propre, une hésitation mal cachée. Dans le métro, tout bougeait, mais certaines anomalies restaient immobiles, et c'était souvent elles qui comptaient. À l'entrée, le vent mordit une dernière fois, puis l'air devint plus tiède. Les couloirs sentaient le café, la laine mouillée et le métal. Une rame arriva plus loin dans un souffle lourd, suivi du roulement sourd qui remontait jusque dans les murs. Des annonces passaient dans les haut-parleurs, à moitié couvertes par les pas, les voix et le bruit continu de la station. À Berry-UQAM, la foule avançait comme une seule masse, mêlant étudiants fatigués, infirmières épuisées, touristes perdus et employés pressés. Poutine marchait près de la jambe d'Yvon, calme et précis, toujours à la même distance. C'est là qu'Yvon remarqua quelque chose. Un petit carré noir collé sur un panneau à hauteur des yeux, sans logo ni message, seulement une forme mate, parfaitement découpée. Il ralentit, observa autour de lui et constata que personne ne s'y intéressait, ce qui l'inquiéta immédiatement. Ce n'était pourtant qu'un simple carton. Rien de plus. Dans une ville comme Montréal, on croisait chaque jour des autocollants, des annonces bricolées, des affiches arrachées, des tags nettoyés trop vite. Mais celui-là ne ressemblait à rien de connu. Il n'avait pas l'air militant, ni commercial, ni amateur. Il était trop neutre, trop propre, presque trop volontaire dans son silence. Plus loin, il en vit un autre, puis un troisième, toujours placé au même endroit et toujours trop propre. Sur chacun apparaissait un chiffre à peine visible. Le premier indiquait 1. Yvon se rapprocha sans toucher. Le bord était net. L'angle était droit. La colle ne débordait pas. Quelqu'un avait pris le temps de préparer ça comme il faut. Ce n'était pas le geste pressé d'un adolescent qui colle n'importe quoi avant de courir. C'était discret, réfléchi, presque clinique. Poutine renifla le bas du panneau, puis fixa le carré en se tendant légèrement, comme s'il captait une odeur que les autres ne pouvaient pas percevoir. À la station suivante, le carré était placé un peu plus bas, comme si la personne s'était pressée, et le chiffre indiquait 2. Un frisson remonta la nuque d'Yvon, parce qu'il détestait les comptes à rebours et savait qu'ils annonçaient rarement quelque chose de bon. Pas forcément un crime. Pas forcément une bombe. Mais au minimum une intention. Quelqu'un voulait attirer l'œil de la bonne personne, ou tester le temps qu'il faudrait avant qu'un esprit attentif remarque le motif. Il monta dans un wagon, les portes se refermèrent et le métro plongea dans le tunnel. Dans la vitre, les reflets mélangeaient les visages, les néons et les ombres du wagon. Yvon regardait les gens sans avoir l'air de regarder. Personne ne semblait nerveux. Personne ne surveillait les panneaux. Personne ne cherchait à savoir si les petits carrés étaient encore là. C'était peut-être justement le plus dérangeant.
À chaque station, il descendait, marchait quelques minutes, observait les murs et repartait sans attirer l'attention, en se fondant naturellement dans la foule. Le 3 l'attendait à Jean Talon, le 4 à Snowdon, puis le 5 à Lionel Groulx. Chaque fois, Poutine cherchait une odeur persistante, une trace humaine, quelque chose qui s'accroche au lieu, pendant qu'Yvon tentait de comprendre la logique derrière ces points dispersés. Les stations formaient une ligne invisible, une suite d'endroits de passage où quelqu'un pouvait laisser un signe et disparaître en quelques secondes. Ce n'était pas encore une preuve de quoi que ce soit, mais c'était assez pour éveiller sa méfiance. Les chiffres ne servaient pas à décorer. Il annonçait une suite, et une suite implique toujours une fin. Les chiffres continuaient de monter. À la 6e station, Poutine s'arrêta brusquement devant une poubelle, renifla avec insistance, puis leva les yeux vers Yvon pour lui signaler quelque chose. Entre 2 cartons, Yvon aperçut une carte plastifiée et la prit avec un mouchoir, par simple instinct. Il n'y avait ni photo ni nom, seulement un symbole noir, un carré, et le chiffre 6. En dessous, une phrase était imprimée, « Ceux qui regardent le plan ne voient pas la sortie ». Yvon relut la phrase une seconde fois. Là, pour la première fois, l'ensemble cessa de ressembler à une bizarrerie urbaine. Ce n'était plus seulement une série de marques anonymes laissées dans le réseau. Il y avait désormais une adresse, même indirecte, une volonté de suggérer quelque chose, de guider ou d'égarer. Il resta immobile quelques secondes pendant que la vie continuait autour de lui, avec des pas, des voix et des soupirs, comme si rien n'avait changé. Puis il observa le plan de station accroché au mur, les flèches, les sorties, les trajets possibles, les habitudes automatiques de la foule. Tout le monde regardait pour aller quelque part. Presque personne ne regardait pour comprendre où on l'amenait. Il rangea la carte et remonta vers la sortie. Dehors, l'air froid lui frappa le visage. Le ciel était blanc, les immeubles découpaient l'horizon et les commerces diffusaient des odeurs d'épices et de café. Montréal restait vivante, bruyante et mélangée, ce qui permettait à n'importe qui de changer de visage chaque jour. Une pensée plus sobre s'imposa à lui. Quelqu'un avait préparé ce parcours. Quelqu'un savait où coller, dans quel ordre, à quelle hauteur, et avec assez d'assurance pour croire que le message finirait par être vu. Ce n'était peut-être qu'un jeu tordu, peut-être une mise à l'épreuve, peut-être un appel lancé dans le vide. Mais ce n'était pas aléatoire. Poutine leva le museau, capta une piste invisible, puis se mit à marcher d'un pas décidé. Yvon le suivit, avec cette sensation de plus en plus nette que le chiffre 7 existait déjà quelque part et que bientôt le métro ne serait plus seulement un métro, mais le début de quelque chose qu'on avait préparé à l'avance.